Dans les années 1960, quand une noria de camions acheminait dans une course infernale le minerai de nickel du sommet des montagnes au bord de la mer pour charger les minéraliers, une silhouette furtive se glissait dans la pénombre des forêts primaires de la Chaîne. Loin des lumières de la ville et des fumées de Doniambo, Alain Houdan se frayait son chemin à travers la brousse calédonienne à la découverte des vastes étendues sauvages du pays. Alain est un infatigable marcheur que tous les Calédoniens connaissent pour ses multiples ascensions du mont Humboldt et ses pérégrinations sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa connaissance des sentiers de randonnée et de la nature calédonienne en font un guide de référence et aussi un pionnier du mouvement écologiste en Nouvelle-Calédonie. Des centaines de personnes lui doivent le privilège d'avoir pu admirer du haut des montagnes des paysages splendides ou des couchers de soleil mémorables. Ce qui est moins connu, c'est l'engagement indéfectible et durable en faveur de la défense de la nature, le militantisme actif dont il a fait preuve depuis de nombreuses années à titre personnel ou au sein d'associations. Oui, alors j'ai adhéré très tôt, dès sa formation, à l'association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne. C'était au mois de mai 1971, parce que j'avais constaté que ce pays avait beaucoup de richesses botaniques et de paysages, avec des espèces de plantes uniques. Donc tout ça, ça m'avait quand même motivé pour adhérer à l'association. Alain est né en Alsace en 1938 d'un père militaire de carrière originaire de Châtillon-sur-Seine. Il a passé son enfance à Larrey en Côte d'Or, où il obtient son certificat d'études à 14 ans et entame une formation d'ajusteur mécanicien. De retour dans le Bas-Rhin avec sa famille, il poursuit sa formation à Strasbourg, réussit son CAP et commence à exercer son métier. 3 ans plus tard, il s'engage dans l'aéronaval et est affecté à la base école de Khouribga au Maroc. À l'issue de cette période militaire, il participe activement à la vie culturelle de sa région dans le cadre de la Fédération des auberges de jeunesse ou des activités organisées par la Maison des jeunes et de la culture. Festivals de musique, danse folklorique, expositions, chorales. En 1965, il adhère à l'Association française des volontaires du progrès et part en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission humanitaire en faveur de la lutte contre le sous-développement et la faim. 2 ans après, de retour en France avec ses coéquipiers, il se sent à l'étroit. Il a du mal à se réhabituer à l'usine et à se réintégrer dans une société qu'il trouve rigide. Il finit par céder à la tentation du large et avec ses amis, ils décident ensemble de partir pour la Polynésie. On a pris le bateau à Marseille, le Tahitien à l'époque, qui faisait la liaison de Marseille-Sydney et qui passait par Panama, les Marquises, Tahiti, Nouméa et Sydney. Et c'est de là qu'on avait pris notre billet pour Tahiti, mais bon, notre but c'était de s'installer, d'acheter un terrain, de le mettre en valeur, de faire du maraîchage, d'avoir quelques volailles, peut-être des cochons, et puis de commercialiser un peu les produits de la terre. Et une chance pour nous, on a trouvé une marquisienne veuve sans enfant qui a accepté de nous vendre un morceau de terrain dans une vallée. Donc on a fait les formalités d'achat devant le notaire qui était en sorte le gendarme qui faisait office de notaire. Et puis une fois que tout ça a été réglé, on s'est mis au travail, voilà.
Au bout d'un an, la solitude au fond d'une vallée, dans une île au bout du monde, leur pèse et l'expérience tourne court. Ils décident de repartir sur le Tahitien à destination de la Nouvelle-Calédonie. Alain trouve rapidement un emploi comme mécanicien à l'usine SLN de Doniambo. Il se marie en 1969 et son foyer s'agrandit avec la naissance de son fils Olivier. Dans le sillage de mai 68 en France, le mouvement écologique a fait irruption dans l'arène politique en 1974 avec la candidature de René Dumont aux élections présidentielles. En Nouvelle-Calédonie, la prise de conscience écologique s'est traduite en 1978 par un coup de feu de protestation contre la pollution minière, contre un minéralier à Ngoy, dans la région de Thio. Puis, en 1981, elle s'est exprimée par un conflit violent qui a opposé les tribus de Huit-Point-Coindé à un exploitant forestier en raison d'une pollution de la rivière alimentant les tribus en eau potable qui a coûté la vie à 2 gendarmes. Une dizaine d'années après ce drame, une exploitation forestière a vu le jour au nord des Tsumak, une région difficile d'accès, à la biodiversité exceptionnelle relativement préservée, la vallée de l'Ani, dont la rivière se jette dans la mer sur la côte oubliée entre Borindi et Kwakwe. Alain a décidé d'aller sur place pour constater les impacts de cette exploitation sur la nature. Comme on peut le constater sur un document de l'époque réalisé par André Ravel, les conséquences étaient considérables. Abattage de kaoris pluricentenaires, destruction du couvert végétal consécutive au débardage, érosion et déversement de terre rouge au fond des criques liés à l'ouverture de pistes, bouleversement d'un biotope exceptionnel, refuge d'innombrables espèces de flore et de faune endémiques. Alors nous sommes ici dans la zone d'abattage la plus abîmée de la forêt du Kwakwe. Ici à cet endroit, de nombreux kaoris sont tombés sous les scies à chêne. Et le spectacle est vraiment lamentable. On dirait qu'il y a eu un bombardement à cet endroit-là. La forêt a été littéralement écrabouillée. D'ailleurs, on ne voit plus rien, plus un arbre ne demeure. Ces dégâts et le caractère sacré du site ont conduit les défenseurs de la nature, avec le soutien des coutumiers et des autorités municipales de Thio et de Yaté, à se réunir pour obtenir l'arrêt de l'exploitation forestière de l'Ani. Cette mobilisation, qui s'est soldée par l'arrêt de l'exploitation, est à l'origine de la création, en octobre 1992, de l'association Action Biosphère, dont Alain Houdan est un membre fondateur. Au lendemain de cet événement, Action Biosphère a déclaré dans un communiqué sa ferme opposition à toute exploitation de forêts primaires en Nouvelle-Calédonie et le développement d'une politique volontariste de reboisement en essence appropriée pour la production de bois et la protection des sols. Les plages et les paysages de l'île des Pins attirent depuis longtemps les touristes du monde entier. Ils séjournent le plus souvent à Canumera, visitent Vao et Saint-Joseph ou la grotte de la Reine Hortense. Malheureusement, en 1994, les autorités de la province sud, avec l'accord du grand chef, ont décidé d'implanter un complexe touristique de luxe dans la baie d'Oro, un site d'une exceptionnelle beauté qui avait été classé en 1950 réserve naturelle intégrale, puis déclassé en 1980. Avec les pas perdus, c'était un site tabou qui avait échappé à la fréquentation touristique puisqu'on ne pouvait y accéder qu'en pirogue et à pied. En partenariat avec des clans de Cougnier, propriétaires fonciers hostiles au projet, Action Biosphère a tenté en vain de s'opposer à ce projet, avec le soutien de François Roux, avocat du Larzac.
La dégradation prévisible d'un site aussi remarquable a suscité à l'époque des réactions de réprobation au-delà de notre lagon, si on s'en tient au message de soutien de Nicolas Hulot et Paul-Émile Victor à notre action. Alain Houdan est aussi un citoyen du monde et militant pacifiste. Alors, je suis engagé depuis de nombreuses années dans le mouvement pacifiste. J'étais déjà en Alsace adhérent au mouvement de la paix. Et ensuite, contre les essais nucléaires. Et j'ai en 1985, pour le 40e anniversaire du bombardement d'Hiroshima, j'ai déchiré mon livret militaire devant le monument aux morts à Nouméa pour protester justement contre l'armement nucléaire, contre les ventes d'armes et contre la menace nucléaire. Et j'ai renvoyé le livret au ministre des Armées de l'époque qui était Charles Hernu. Quand Jacques Chirac, peu après son élection en 1995, a décidé de reprendre les essais nucléaires à Mururoa, c'est donc sans état d'âme qu'Alain a rejoint les opposants à cette décision qui avait suscité, dans l'ensemble des pays du Pacifique, une vague d'indignation. Spontanément et par solidarité avec les peuples du Pacifique, des syndicats, des églises, des associations et de nombreux particuliers se sont regroupés pour créer le collectif pour l'arrêt immédiat des essais nucléaires afin d'exprimer leur opposition et obtenir l'abandon de la reprise des essais à Mururoa. Action Biosphère a participé activement à cette mobilisation, compte tenu des risques que la technologie nucléaire, militaire ou civile, fait peser sur la planète. Atteinte irréversible à l'environnement et à la santé, dissémination et contamination radioactive, destruction du milieu marin et même, en cas de conflit généralisé, anéantissement de l'humanité entière. Outre le fait que le problème des déchets nucléaires n'est toujours pas résolu, le drame d'Hiroshima, avec 140 000 morts en 1945, Tchernobyl en 1987 avec 7 000 décès et l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 sont des préfigurations de ce que pourrait nous réserver cette technologie en cas de dérive ou de défaillance. Depuis de nombreuses années, les feux de brousse constituent l'un des pires fléaux pour l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Malgré les campagnes de sensibilisation, ils détruisent des milliers d'hectares et leurs conséquences écologiques et économiques sont désastreuses. Destruction du couvert végétal, dégradation de la biodiversité, en particulier des espèces endémiques de faune et de flore, atteinte aux ressources en eau, érosion et appauvrissement du sol, glissement de terrain, comblement des criques et rivières, pollution du lagon. Dès les années 90, Action Biosphère avait élaboré une stratégie de lutte contre les feux de brousse comportant 4 volets: la prévention, la lutte, la sanction, la réhabilitation des sites dégradés. À cette époque, à l'exception de Nouméa, le pays ne disposait d'aucun moyen. En cas d'alerte, ses adhérents se rendaient sur place avec des moyens insignifiants comme des pelles et des seaux-pompes pour tenter d'arrêter les feux. L'association a fait signer des pétitions, organisé des conférences de presse, manifesté au Congrès pour obtenir la mise en œuvre d'une véritable politique de lutte contre les feux. Il a fallu de nombreuses années pour que les provinces soient dotées d'hélicoptères bombardiers d'eau, que les communes disposent enfin de centres de secours équipés en matériel et en personnel. Aujourd'hui, les moyens existent, mais ils restent notoirement insuffisants et il manque toujours une stratégie cohérente à l'échelle du pays.
le combat n'est pas gagné, avec 29 000 hectares ravagés par les feux en 2019. Heureusement, des personnes de plus en plus nombreuses et des associations prennent conscience de l'ampleur des dégâts et acceptent bénévolement de s'investir dans des opérations de réhabilitation des sites dégradés. Le litrodétenteur, c'est un produit qui va garder l'humidité, tu vois. Donc on en met au fond. Voilà, ouais, ça c'est bon. Là, nous sommes sur l'île Nou. Il y a une opération plantation qui est menée par l'association Moncamana. Et je pense que c'est une bonne initiative pour la lutte contre les feux. Puis bon, ça fait plaisir de voir aujourd'hui des jeunes qui viennent travailler, planter des arbres, parce que c'est vraiment une action civique, quoi. C'est vraiment travailler pour l'avenir du pays. Après les feux de brousse, l'exploitation minière est probablement la seconde cause de dégradation de la nature en Nouvelle-Calédonie. Découvert par Jules Garnier en 1864, le nickel a été à l'origine d'un développement intense des activités industrielles qui ont connu leur apogée à l'époque du boom dans les années 70. Elles ont généré une certaine prospérité dont le pays n'a que très partiellement profité. Mais elles ont également causé d'irréversibles dégâts à l'environnement, comme par exemple 20 000 hectares de mines orphelines qu'il appartiendra aux collectivités de réhabiliter. Disposant de 25% des ressources en nickel de la planète, la Nouvelle-Calédonie a privilégié le développement industriel avec la construction dans les années 90-2000 de 2 nouvelles usines, celle du Nord et celle du Sud, qui s'ajoutent à l'usine SLN de Doniambo, ce qui place la Nouvelle-Calédonie dans le peloton de tête des pays émetteurs de CO2 par habitant. L'usine du Sud, présentée par ses promoteurs comme un nouvel Eldorado et un modèle de développement durable, repose sur un procédé chimique innovant, la lixiviation acide, qui a suscité dès l'origine une certaine inquiétude. Elle nécessite la destruction de milliers d'hectares de maquis miniers, génère des montagnes de déchets stockés dans un gigantesque bassin de rétention, rejette dans le lagon 2300 m3/h d'effluents liquides à forte teneur en métaux lourds qui risquent à long terme de gravement impacter le milieu marin. Dans le cadre d'enquêtes publiques, de recours en justice et de manifestations, les populations locales, regroupées sous la bannière de Rebounou et Action Biosphère, ont à plusieurs reprises exprimé leur réticence à ce projet et même une opposition qui s'est parfois exprimée entre 2004 et 2008 par des affrontements violents sur le terrain. La signature en 2008 du pacte de développement durable entre les autorités coutumières et les dirigeants de la société minière, rachetée par la société brésilienne Vale, a mis un terme à ces affrontements, ce qui n'a pas empêché en 2009, puis en 2014, les rejets accidentels de solutions acides qui ont gravement pollué le crique de la baie Nord. Aujourd'hui, les cours mondiaux du nickel et le coût de production mettent en péril le fonctionnement de l'usine. Le chômage menace. Des dégâts sont là, et le bilan est loin d'être aussi reluisant que ne le laissaient apparaître les promoteurs du projet à son origine. Il existe pourtant des activités économiques alternatives. Entre 1997 et 2005, Alain a exercé la fonction de président de l'association Action Biosphère. Elle a par exemple contribué à l'inscription du lagon au patrimoine de l'UNESCO et participe aujourd'hui encore au comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail. L'association est régulièrement sollicitée sur des dossiers aussi divers que la gestion des déchets, la réduction des pesticides ou la transition énergétique. Alain est un grand voyageur. Dès sa jeunesse, il a cédé au goût de l'aventure, ce qui l'a conduit à réaliser
de très nombreux périples aux quatre coins de la planète, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Tasmanie, à l'île de Pâques, à La Réunion, à Mayotte, au Canada, au Mexique, en Bolivie, au Pérou, au Chili, au Gabon ou encore au Népal. Depuis sa retraite, il se rend régulièrement en Europe où il a visité la Suisse, la Pologne, l'Autriche et parcourt la France des Vosges aux Pyrénées en passant par les Alpes, le Massif central et la Corse, poussé par le désir de découvrir des nouveaux paysages, la diversité des peuples et de leur passé, la variété de leur culture. Entre 2006 et 2019, il a effectué une dizaine de pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, des périples qu'il a réalisés en solitaire, totalisant 14 060 km. Donc j'ai décidé de me lancer sur les chemins de Compostelle. C'est un pèlerinage qui date du Moyen-Âge et qui a ensuite est tombé un peu en désuétude et a repris ces dernières 30 ou 40 années de façon à relancer un peu l'esprit du pèlerinage. Mais bon, des personnes font ça dans un but religieux, ce qui n'était pas vraiment mon cas, bien que je sois baptisé. Et aussi, moi j'ai fait ça dans un but, comme je suis un randonneur, et ça me permettait de découvrir la France et l'Espagne au rythme de la marche. Je pars seul, je préfère marcher à mon rythme et puis avoir le temps d'observer la nature et tout ce qu'il y a autour. En 2012, il a traversé l'Espagne en partant de Séville. Il a parcouru 2512 km et réalisé ainsi sa plus longue randonnée. Ces nombreux voyages ne l'empêchent pas de revenir en Nouvelle-Calédonie. Il suffit pour se convaincre de son attachement à la terre calédonienne de considérer ses innombrables ascensions du mont Humboldt depuis 1978. Ces photos ont été prises lors des premières expéditions parce qu'il faut préciser qu'on s'y est repris à 3 fois avant d'arriver au sommet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune indication sur le terrain, il n'y avait pas de pancarte, il n'y avait pas de balisage, le sentier n'existait pratiquement pas. Donc c'était vraiment les premières expéditions, c'était vraiment l'aventure. Oui. Arrivé en haut de cette montagne à 1618 mètres, second sommet de la Nouvelle-Calédonie, on peut apercevoir par beau temps une bonne partie des deux côtes et du sud. Il a eu un coup de foudre. Depuis, il ne peut plus s'en passer. Par passion, en une trentaine d'années, il y a taillé 1 millier de marches d'escalier pour en faciliter la montée, passé des centaines d'heures à débrousser et à entretenir le sentier et les 2 refuges qui jalonnent le parcours. Il y a conduit plus de 500 randonneurs, amateurs de nature sauvage, en empruntant au départ de la mine Gadieni au fond de la vallée de la Tontouta, le sentier qui mène après 2 heures de marche au refuge du Vulcain. Il traverse en altitude de vastes espaces de maquis et une forêt de mousse magique qui semble surgir d'une autre époque, avant d'arriver au second refuge, dernière étape avant le sommet. En 38 ans, il y est monté 104 fois. À 75 ans, il a fêté sa 100e ascension en compagnie de son fils et de son petit-fils au sommet du Humboldt. Il espère qu'ils lui emboîteront un jour le pas sur les chemins de l'aventure, épris de liberté dans le respect des autres. Depuis les années 1960, on a cru que l'abondance de biens matériels était synonyme de qualité de la vie et que la croissance économique allait résoudre tous nos problèmes. La faim dans le monde, la misère, le chômage, les épidémies et bien d'autres maux. Mais il faut se rendre à l'évidence, nous avons fait fausse route. Bon, cette fois-ci, on y est.
ça a commencé, l'effondrement. Il y a plein d'indices. Hein. Déjà le réchauffement climatique, la montée du niveau des océans, l'invasion du plastique partout. Il y a... Les clignotants en rouge sont multiples, sans compter la bulle de l'économie qui va exploser. Il faut quand même s'inquiéter parce que la population mondiale augmente. Hein. Et les ressources diminuent, alors là aussi, on va être coincé. Il va y arriver un moment où ça sera plus vivable. Hein. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de minéraux, il n'y aura plus de l'eau aussi. Le problème de l'eau, ça va devenir crucial dans notre système de vie actuel, de consommation. Il va falloir prendre des mesures qui seront impopulaires, mais c'est une question de vie ou de mort pour l'humanité. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Il est temps de changer de logiciel et d'entreprendre sans tarder une transition écologique pour un mode de vie plus respectueux des cycles naturels et des écosystèmes. Il y va de notre survie. C'est l'affaire de tous, individuellement et collectivement. Au-delà des tensions ou conflits qui nous opposent, notre avenir dépendra de notre capacité à réduire notre empreinte écologique. Il s'agit de redonner du sens à ce qu'on fait, en redécouvrant des valeurs essentielles. Il nous appartient aussi de faire collectivement des choix de société en renonçant définitivement à la course au profit. À sa façon, Alain est un premier de cordée. Sensible à la beauté du monde, il a traqué avec patience et persévérance l'extraordinaire dans le quotidien. S'il y avait une leçon à retenir de son parcours, c'est d'oser sortir des sentiers battus, s'extraire du confort de son foyer et la sécurité de ce qu'on connaît, accepter avec humilité les difficultés qu'on rencontre, persévérer pour surmonter les obstacles et au final, croire suffisamment à son projet pour le réaliser.